Pamela King, bonjour. Bonjour. Vous organisez, dans le cadre de l'American Gallery, une exposition. Et je sais que c'est une exposition qui compte particulièrement pour vous. Alors, vous nous en parlez? Oui, cette exposition compte pour moi parce qu'il s'agit d'une histoire américaine au cœur de Marseille. Il s'agit d'une exposition autour de l'Américain Varian Fry, qui est venu à Marseille pendant 13 mois, en 40-41, pour sauver des personnes. Mais sauver des personnes qui sont maintenant très célèbres, même à l'époque ils étaient célèbres. Comme il est venu pour sauver Picasso et André Gide. Mais en fait, il a pu sauver Hannah Arendt, Max Ernst, André Breton, il a aidé André Masson et d'autres. Et c'est une histoire exceptionnelle. Vous nous rappelez un peu les coordonnées de cette histoire exceptionnelle de Varian Fry? Oui, alors, au moment où ces réfugiés se trouvaient tout d'un coup coincés en France, une petite association à New York, qui avait été d'ailleurs créée avec l'aide de Einstein, était outrés. Ils avaient très peur pour ces personnes qu'ils aimaient, qui étaient déjà très connues, bien sûr, aux États-Unis, les littéraires, les artistes, les philosophes, les intellectuels, les mathématiciens, les compositeurs, qui étaient en danger de leur vie en France. Et donc, ils ont décidé de les aider. Ils ont créé une liste de 200 personnes, dont les noms que je viens de nommer, pour les aider à fuir la France, qui était sous le régime des nazis déjà. Et ils ont envoyé un journaliste, c'était le seul qui était volontaire pour cet exploit, pour aller les aider. Et c'est ce qu'il a fait. Dans un premier temps, il pensait sauver 200 personnes connues et célèbres des prises des nazis. Et quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui avaient besoin d'aide. Donc immédiatement, il a créé 2 façons d'aider les gens. La première était ouverte au public et c'était une petite association au centre-ville de Marseille pour aider tous les réfugiés qui avaient besoin d'aide. Et ça, c'était un centre de secours américain. Mais l'autre, et c'est pour ça que Varian Fry est devenu célèbre, était une entreprise clandestine pour sauver d'une façon complètement illégale les personnes qui se trouvaient coincées en France. Et c'est pour ça que cette exposition s'appelle Disobey Orders, Save the Artists, désobéir les ordres, sauver les artistes, parce que c'est ce qu'il a fait, Varian Fry. Il a désobéi les ordres. C'était un acte d'urgence et de grand courage pour désobéir les ordres des nazis, et en particulier l'article 19 qui était livré sur demande. C'était l'injonction donnée par les nazis à tout citoyen pour livrer les réfugiés, et surtout les réfugiés juifs qui se trouvaient en France. Mais aussi, il a désobéi son propre pays en quelque sorte. Varian Fry était obligé, pour réussir à ses buts, de désobéir aux Américains, au consulat américain, à l'ambassadeur américain, qui à l'époque n'était pas si sûr comment ils allaient se positionner dans la guerre en 40. Les Américains n'étaient pas encore entrés dans la guerre. Et c'est pour ça que l'acte de Varian Fry était si courageux, si étonnant. Et il a fini par sauver 2000 personnes. Et comment s'y est-il pris pour sauver ces 2000 personnes? Il a créé des réseaux à Marseille, clandestins,
pour, pour s'organiser. Il s'est mis en contact, par exemple, avec le mafia, hein, pour avoir un système de blanchissement d'argent et d'organisation d'argent il fallait faire venir des dollars, mais il fallait sortir les francs et il fallait se débrouiller comme ça. Donc il s'est débrouillé avec les nazis, enfin avec le mafia. Après, il a créé un réseau d'Américains et d'autres personnes autour de lui pour l'aider, dont par exemple un qu'il appelait Beamish, parce que ça veut dire le grand sourire. Et surtout, il se cachait derrière son association légale, ce centre de secours américain, pour cacher tout le travail en secret qu'il faisait derrière. Et donc, votre projet, c'est quoi? C'est de faire ressurgir cette figure connue, mais peut-être oubliée de certains au cœur de Marseille, mais la faire ressurgir, certes, mais quel rapport avec une exposition? C'est une bonne question. C'est vrai que l'histoire de Varian Fry vient et part et revient à Marseille régulièrement. Mais en fait, la raison que j'ai voulu faire une exposition autour de lui, c'est parce que Manifesta est venu à Marseille en 2020. Et Manifesta, c'est quoi? C'est un biennale nomade, international, plutôt européen, qui change de ville tous les 2 ans. Et Marseille a gagné le gros lot. Quand la ville reçoit Manifesta, c'est un peu les Olympiques de l'art contemporain. Et je savais aussi que Manifesta s'intéresse plus à l'art contemporain. Ça va au-delà de l'art contemporain. Manifesta s'intéresse aussi à l'histoire de la ville, à sa société, son économie, ses problèmes, ce qui fait les particularités de la ville. Et Varian Fry, non seulement ça touche justement l'histoire de la ville, mais ça touche l'histoire de l'art, parce qu'une grande partie de ces personnes que Varian Fry a sauvées étaient des surréalistes et d'autres artistes qui sont allés après à New York pour changer l'épicentre de l'art contemporain du monde, d'Europe à l'Europe, aux États-Unis. Et en plus, cette histoire nous rappelle les difficultés que tout le monde avait sous les régimes nazis, qui n'est pas tellement loin de nos difficultés aujourd'hui, les problèmes que nous avons avec la montée du fascisme dans plusieurs pays dans le monde, le problème de l'immigration qui est exacerbé par ça, mais aussi par nos problèmes écologiques. Et c'est pour ça que parler aujourd'hui de Varian Fry avait beaucoup de sens actuel. Et quand on a demandé aux artistes de participer, ils étaient ravis. Surtout, plusieurs sont très connectés à ce qui se passe politiquement dans nos pays actuellement, et ils voulaient dire quelque chose à propos de ça, à propos du racisme. Donc vous avez, si je saisis bien, contacté des artistes, fait une proposition à des artistes, et vous leur avez présenté le projet. De quelle façon exactement? Mais ça aussi, c'est une très bonne question, parce que au début, je savais que je voulais faire un travail sur Varian Fry, mais je cherchais une tâche spécifique pour les artistes, pour les inviter, les inclure. Il fallait que je leur donne une tâche très spécifique et concrète. Et c'est là où Stefan Zagdowski m'a énormément aidé. On est devenu partenariat pour créer cette exposition, et c'est lui qui a trouvé le titre « Désobéir les ordres, sauver les artistes », et c'est lui aussi qui a conçu avec moi l'exposition de 2 bâtiments. La première partie, c'est les 13 égides de l'art, et la deuxième partie, c'est le nouveau jeu de Marseille. Pour les 13 égides de l'art, nous avons demandé à 13 artistes internationaux de chacun
choisir un des protégés de Varian Fry pour réaccompagner ce protégé avec une nouvelle œuvre, une façon en quelque sorte de reprendre par la main ce protégé, que ce soit Max Ernst, que ce soit Jacques Hadamard, le mathématicien. Le choix était à l'artiste d'ailleurs de choisir le protégé, mais un peu prendre par la main, comme Varian Fry a fait, pour accompagner ce protégé avec une nouvelle œuvre. Et la deuxième partie, c'est le nouveau jeu de Marseille. Ça, c'est-à-dire, s'il y a un nouveau jeu, ça veut dire qu'il y a un jeu de Marseille. Et effectivement, les surréalistes, quand ils étaient cachés par Varian Fry à Marseille, ils avaient créé un jeu de cartes, que je peux en parler tout à l'heure, spécifiquement de ce jeu de cartes. Mais ce qu'on a voulu faire aujourd'hui pour Manifesta et pour cette exposition, c'est faire un nouveau jeu de cartes qui réfléchit 2020. Alors il y a à l'intérieur du projet d'exposition deux parties. Des artistes exposent une œuvre en référence à un des protégés de Varian Fry et parallèlement l'invention d'un nouveau jeu de cartes qui prend la suite du jeu de cartes des surréalistes lorsqu'ils étaient notamment à la Villa Herbel. Si on revient sur le premier projet, l'exposition avec des artistes, la question qui se pose, mais comment s'y sont pris les artistes pour accompagner ce protégé? Vous pouvez nous préciser? Oui, tout à fait. Chaque artiste a fait différemment. Par exemple, deux artistes, en particulier Driss Arroussi et Catherine Melin, ont choisi de refaire le travail de leur choix de protégé d'une façon actuelle. Donc, Driss Arroussi, il a fait des collages comme il a fait Max Ernst, son choix. Il a fait un travail actuel du rossignol chinois de Max Ernst. Catherine Melin a choisi Sophie Tarber-Arp pour son protégé, qui était une femme qui est décédée malheureusement très jeune, et donc on ne la connaît pas très bien. Et par contre, elle était d'un grand talent. Et Catherine Melin a décidé de faire des pièces autour de volumes et espaces qui étaient justement le travail que Sophie Tarber faisait parmi les choses qu'elle faisait. Et voilà une façon de faire. Monique de Régibus, elle a décidé de faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait auparavant. D'abord, elle a choisi aussi une autre personne qui n'est pas très bien connue, c'est Jacqueline Lombard, qui était la femme de André Breton. Et au lieu de présenter une photographie, ce qui est d'habitude le travail de Monique de Régibus, elle a décidé de faire une boîte aux valises à la Duchamp, qui d'ailleurs aussi a été sauvée par Varian Fry, et pour créer un album autour de toute la vie de Jacqueline Lombard, qui avait aussi évidemment vécu aux États-Unis après être sauvée par Varian Fry. Et donc on a une idée de la vie complète de cette personne. Un autre exemple, c'est Christian Seby, qui est le directeur de GMEM à Marseille. Il a choisi Hannah Arendt. Il aurait pu choisir un compositeur, hein, mais non, il a choisi Hannah Arendt. Et il a fait une pièce musicale autour des textes de Hannah Arendt. Chaque artiste a fait quelque chose de très particulier, très inventif, très singulier. Et c'est pour ça que c'est une des raisons que cette exposition est si exceptionnelle. Donc c'est un hommage à la fois à Varian Fry et à ses protégés. Et est-ce que c'est un hommage à ce que ces artistes avaient pu faire? Il y a un lien
avec leur travail ou c'est simplement un intérêt plus diffus? Donc, pour chaque artiste, il y a un lien à son travail particulier et une recherche très pointue sur la vie et le travail de ces artistes, chaque fois. Donc si je vous entends bien, il y a un travail presque mémoriel, un travail de mémoire, de faire ressurgir dans Marseille la figure de Varian Fry et de son action, mais aussi de prendre quelques-uns de ses protégés, à qui il a permis de fuir la France pour les États-Unis, pour en quelque sorte tirer le fil de sauver les artistes. Pourquoi ils ont choisi se protéger et comment ils ont fait pour créer l'œuvre pour réaccompagner se protéger. Vous avez employé le mot de catalogue, mais il se présente plutôt comme un livre. C'était ça le projet, un livre qui reste de ce qui a eu lieu? Oui, c'est ça. Et justement, avec les éditeurs, c'est les éditeurs Frem qui ont fait ça avec nous, on vacillait en permanence entre catalogue et livre. Pour nous, c'est un livre-catalogue. C'est un livre-catalogue. Et à l'intérieur de ce livre, indépendamment des textes des artistes sur comment ils s'y sont pris pour faire telle œuvre et quel rapport avec le protégé de Varian Fry, il y a aussi d'autres textes qui servent de présentation, d'orientation. Et vous-même, vous avez publié un texte où vous citez Jacques Lacan. Alors ma question c'est, que vient faire Jacques Lacan dans cette affaire pour vous? Jacques Lacan est partout dans cette affaire. Parce que je suis orientée par l'enseignement de Jacques Lacan dans tout ce que je fais, parce que je suis psychanalyste, orientée par l'enseignement lacanien. Et on ne peut pas aborder tous les sujets de la société aujourd'hui touchent la psychanalyse. Les psychanalystes sont sans cesse intéressés par l'actualité et les événements et ont une interprétation sur l'actualité. C'est ça aussi, pour moi, l'intérêt d'être lacanien, parce que pour les lacaniens, à mon avis, il y a un avenir. Il y a une interprétation qui, si on lit les textes de Lacan, qui sont tellement pertinents d'aujourd'hui, ils nous aident à vivre ce qui est en train de nous arriver. Alors, un travail autour de Varian Fry est un travail, on ne peut pas le nier, sur le racisme, en quelque sorte. Il y a d'autres thèmes aussi. Il y a l'hospitalité, il y a le réfugié. Mais le racisme, c'est au cœur de ce problème. Et c'est probablement le thème qui a inspiré le plus les artistes à participer à ce projet. Et Lacan a beaucoup à dire sur ça. Il nous aide à comprendre et à vivre les problèmes de racisme au fond de chacun de nous, en fait. Vous voulez nous préciser la phrase de Lacan que vous citez dans votre texte? J'ai oublié, excusez. Les races sont des effets du discours.
Et oui, pour moi, ça veut dire que sans les signifiants, on n'a pas de race. Que sans la façon que nous parlons, que la façon que nous sommes parlés, il n'y a pas de race. Autrement dit, la phrase vous a intéressé au point de l'utiliser comme citation parce qu'elle dénaturalise la race. Elle est prise comme un signifiant qui peut avoir des effets de division, de stigmatisation, d'opposition. Ce n'est pas la nature, c'est vraiment les signifiants qui les créent, ces races. C'est ça que vous voulez faire entendre? C'est ça. C'est-à-dire que, oui, c'est ça. Les races, ça existe parce qu'il y a des gens qui sont blancs, noirs, etc. Mais comment on les interprète, ça c'est lié au discours où on se trouve. Et on oublie de séparer justement quelque chose qui est un constat de quelque chose qui devient un jugement. On pense que le jugement est la réalité. Donc c'est comme ça que les races est un effet de discours. Ça nous rappelle que on peut regarder les choses autrement. En quelque sorte, les races, comme vous les entendez, sont des effets de discours. C'est ça. C'est ça. Et vous estimez que cette phrase, aujourd'hui, 2020, 2021, peut servir de boussole? Oui, parce que ça change la position de vérité. La vérité, ce n'est pas au niveau de la race, c'est au niveau de... Ça nous met en question la vérité si on sait que les races ont un effet de discours. Pamela King, vous nous avez expliqué que le projet que vous avez mis en place avec l'American Gallery, mais pas sans partenaire, pas sans partenariat, était double. D'une part, l'exposition proprement dite, où des artistes dialoguent en quelque sorte avec des protégés de Varian Fry. On produit pour l'occasion des œuvres qui sont visibles dans la galerie et dans son jardin. Un livre venant attester de l'exposition qui a eu lieu et entrant dans la dimension mémoire, rappel. Mais il y a aussi, vous l'avez indiqué dans votre intervention précédente, qu'il y a un deuxième projet, à savoir la création, l'invention avec d'autres artistes d'un jeu de cartes. Vous nous parlez de ce projet? Oui. Alors, le jeu de cartes. La première chose, c'était avec Manifesta. Quand j'ai compris que Manifesta allait venir à Marseille, pour moi, le mot Manifesta, manifeste évidemment, résonne. Et qu'est-ce qui resterait? Qu'est-ce qui va se manifester à Marseille une fois que Manifesta sera parti? Ça, c'était ma question, parce que c'est merveilleux de faire une exposition, mais qu'est-ce qui va rester après? Est-ce qu'il y aura un changement? Et mon souhait le plus vif était, en fait, peut-être un peu grandiose, c'est qu'il y ait un centre Varian Fry à Marseille.
Ça serait merveilleux. J'ai beaucoup d'idées de ce que ça pourrait être, ce centre pour réfugiés, pour la culture, pour l'art, pour beaucoup de choses, pour la rencontre. Mais pratiquement, il y avait aussi une autre possibilité de faire un petit geste de quelque chose qui reste. Et ça, c'est un jeu de cartes. Et pourquoi le jeu de cartes? C'est parce que c'est la chose que les surréalistes avaient créée ensemble quand ils se cachaient à la Villa Herbel, ici, dans le quartier de la Pomme, à Marseille. Ils avaient refait le monde avec leurs idéologies surréalistes, mais ils ont choisi un jeu de cartes parce que c'est la chose la plus banale, la plus simple, la chose qui se trouvait dans tous les bars où tous les gens traînaient pendant des heures et des jours et des semaines pendant qu'ils attendaient leur visa pour quitter Marseille ou pendant qu'ils se cachaient tout simplement. Et en plus, c'est une histoire marseillaise parce que la fille de Jacqueline Lombard et André Breton, Aube Breton, elle a légué au musée Contigny la série totale des dessins originaux de ces cartes. Donc ça fait partie de l'histoire de Marseille, de l'actualité de Marseille, parce que c'est visible aujourd'hui. Et alors, comment faire avec un jeu de cartes aujourd'hui? C'était l'idée originale. C'était le deuxième battement du projet Disobey Orders, Save the Artists, c'est l'exposition et le jeu de cartes. Donc il fallait faire un nouveau jeu de cartes, mais comment? On a voulu rester très près de ce jeu de cartes original, qui a été mis en jeu de cartes pratiquement quelques années après, avec les éditions André Dimanche. Et donc, au lieu d'inviter des artistes internationaux et relativement connus, comme on avait fait pour les Très Égides, on a décidé de demander uniquement aux très jeunes artistes, comme on dit, émergents, marseillais, de participer à cette partie du projet, à ce nouveau jeu. Et qu'est-ce que ça veut dire faire un nouveau jeu? Ça veut dire on refait les figures des as, des rois, des reines, des valets. Les surréalistes, ils avaient carrément remplacé le roi, la reine et le valet. Et c'était relativement facile pour eux de refaire ça parce que tout était orienté par le surréalisme. Mais on a vite compris que nous, on avait un problème. On n'avait pas à part l'idée de 2020, on n'avait pas d'idée ou de thème ou d'idéologie pour nous fédérer, pour orienter toutes les figures de la cour des cartes. Comment on allait faire? Et donc, finalement, on a restitué la reine et le roi et le valet parce qu'on a voulu que ça soit un vrai jeu de cartes et parce qu'on n'a pas pu trouver un thème pour les changer, pour les remplacer. Ce qu'on a changé, par contre, ce qu'on a actualisé, c'est ce qu'on appelle les emblèmes, c'est les as. L'as de pique, l'as de cœur, le trèfle et le carreau étaient remplacés par la puce, l'œil, la coquille et la pièce. Et ça, on avait réfléchi sur ça. Par exemple, on a compris, on a fait un peu de recherche, et une interprétation de ces 4 emblèmes, c'est que le pic représente la bourgeoisie. Alors, aujourd'hui, quelle est notre classe régnante, en fait? Mais c'est tout ce qui est électronique. Et donc, on a choisi la puce. La puce qui, d'ailleurs, a été créée par quelqu'un pas loin d'ici, à Gémenos. Et donc, la puce a
a toute la force d'une bourgeoisie aujourd'hui. L'œil, alors le cœur représenté, il paraît, le clergé et l'amour pour Dieu. Donc on a choisi une autre partie du cœur, l'œil, qui aussi a son poids absolu, le regard, l'œil absolu dans notre société aujourd'hui, avec tous les écrans, avec l'exigence de la transparence, etc. Le trèfle représente les paysans, pareil, et donc on a choisi une autre partie de la nature, la coquille, qui est très fragile, montre la fragilité avec nos problèmes d'écologie aujourd'hui. Et puis finalement, le carreau représentait la classe des commerçants et le diamant qui était la pièce d'échange. Et c'est là où on a décidé de revenir sur la pièce qui vit toujours, même virtuellement. On en parlait juste aujourd'hui aux infos des bitcoins, c'est la pièce. Ces 4 emblèmes et le joker étaient créés par un artiste quand même qui n'est pas jeune et émergent. Il est très connu à Marseille, c'est Gérard Traconi. Et il a fait 4 dessins magnifiques justement pour décrire ces nouveaux emblèmes pour 2020. Et puis après, on a demandé aux artistes de choisir, de piocher dans un chapeau les cartes qu'ils allaient dessiner. Parce que c'est ce qu'ils ont fait les surréalistes à la Villa Herbel. Ils avaient mis toutes leurs figures dans un panier. Il fallait sortir quel dessin ils allaient faire. Et donc, les 7 artistes ont choisi, les 6 artistes, les 6 jeunes artistes ont choisi chacun 2 dessins à créer. Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'à propos de l'exposition, vous aviez créé ce travail, cette invention d'exposition avec des partenaires. Vous avez créé des partenariats aussi avec des institutions. Et je crois que pour la création du jeu de cartes, vous avez su aussi créer un partenariat avec une structure. Vous pouvez nous en parler ? Absolument. Et c'est très important que vous posiez cette question parce que sans l'association L'Art prend l'air, la réalisation du jeu de cartes n'aurait pas été possible. J'ai originellement justement pensé que cette partie de jeu de cartes allait être en 2021 parce que je ne voyais pas la capacité de faire tout ça en même temps. Mais avec l'inclusion et l'accord de L'Art prend l'air, qui était absolument ravi de prendre cette partie du projet, tout était possible de faire en même temps. Et donc ça c'est formidable. Et pourquoi L'Art prend l'air ? Mais c'est une association de 3 jeunes femmes qui soutiennent l'art contemporain depuis des années à Marseille. Ils ont fait des magnifiques projets. Et déjà en 2013, nous avons fait un projet ensemble. Ils avaient déjà publié le livre La Planque, 13 ateliers d'artistes à Marseille. Et en 2013, nous avons créé ensemble La Planque en live, où chaque artiste de ces 13 de leurs livres est venu faire une exposition à la galerie l'un après l'autre pendant 2013. Le graphiste Françoise Oppermann a fait un travail prodigieux pendant notre projet de 2013 et j'étais très confiante qu'elle puisse faire aussi un magnifique travail de mise en carte de ses dessins pour un petit jeu de cartes et j'avais raison. C'est magnifique ce qu'elle a fait. Donc, vous insistez pour les 2 projets sur la dimension ne pas être seul, faire lien, inventer avec d'autres. Exactement. Et d'ailleurs, je crois que ça, c'était l'enjeu d'emblée pour Marseille à Manifesta.
Manifesta, c'est même avant qu'ils viennent expliquer leur but et leur thème, le message était très clair. C'était mettez-vous ensemble pour créer des projets originaux, pour montrer le meilleur de vous-même, parce que Marseille va être en vitrine pendant un an, enfin, ou pendant les 5 mois de biennale. Et, et on était vraiment soutenus à faire ça. Originalement, j'espérais d'ailleurs fédérer ce projet de Variant Fry avec toutes les autres structures de Marseille Expo. Ça n'a pas marché, peut-être parce que il y avait des choses qui ont fait qu'il fallait décider un peu à la dernière minute et ce n'était pas possible pour tout le monde de faire comme ça. Et donc, on a viré vers un autre engagement, une exposition à la galerie, mais avec beaucoup de partenaires. Nos partenaires vont au-delà de l'art polaire. Il y a aussi la Villa d'Oramar à Ménherbe, dont la directrice, qui est américaine d'ailleurs, c'est une coïncidence, est la petite nièce du bras droit de Varian Fry. Donc elle est très impliquée dans cette histoire, elle a publié elle-même un livre, et je lui ai donné carte blanche pour choisir un des artistes des 13 Égides. Elle a choisi Michel Pasteur de Musique Interdite. Donc voilà un deuxième partenaire qui est venu tout de suite. D'autres partenaires sont évidemment la région qui fait ça avec Manifesta, les Parallèles du Sud, la ville de Marseille qui a contribué à la production du nouveau jeu, et aussi la Fondation pour la mémoire de la Shoah à Paris, qui était très heureux de soutenir un projet qui met en mémoire Varian Fry, qui était choisi juste parmi les nations dans les années 90. À propos du jeu de cartes, je crois que les objets qui sont issus de ce projet sont doubles. Il y a, et vous allez nous l'expliquer avec plus de détails, le jeu proprement dit, comme un jeu de cartes où on peut jouer à table entre amis, et puis également la possibilité, dans un coffret, d'acquérir un certain nombre de lithographies originales numérotées des artistes, les lithographies qui ont ensuite été utilisées pour donner naissance aux cartes et aux images qui s'y trouvent. Est-ce que c'est bien cela? C'est ça, c'est même triple en quelque sorte, parce qu'il y a d'abord les dessins qui étaient créés par les artistes. En tout, il y a 18 dessins, parce qu'il y a les 12 figures, les 4 as, le joker et le dos des cartes. Et tout ça, ce sont des dessins originaux qui ont été acquis par un collectionneur pour que ça reste ensemble, un peu comme l'ensemble des cartes surréalistes qui existent dans la collection de Contini. Donc à partir de là, le premier enjeu était de faire un vrai jeu de cartes. Et donc ça c'est le deuxième partie. On a fait chaque jeu de cartes est dans une petite boîte avec un couvercle. Et nous avons 8 couvercles différents qui représentent un dessin de chaque artiste. Et puis la troisième partie, c'est en effet des sérigraphies. Puisque les dessins originaux étaient immédiatement acquis et mis à part pour toujours rester ensemble, on s'est dit que ça serait bien de pouvoir acquérir ces dessins, mais en format sérigraphie, qui est magnifique, fait par Chickebe, ici à Marseille. Et donc, ils sont limités à 50 exemplaires sur un très beau papier, chacun signé et numéroté.
c'est des magnifiques cadeaux. Plusieurs personnes déjà ont acheté les 4 As ensemble, par exemple, ou une association qui s'occupe de l'écologie a acheté un dessin qui parle vraiment des problèmes des eaux. Voilà, c'est des très jolis objets. Autrement dit, les deux projets dont vous nous parlez, le jeu de cartes dans ses 3 variantes, maintenant, il y a quelques minutes, le projet d'exposition à la galerie, montre que Manifesta vous a incité, pas seul, avec d'autres, mais vous a incité à inventer une exposition peu commune. Ce n'était pas simplement des artistes ayant déjà des œuvres les exposent, mais d'inventer un projet. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que selon vous, c'est une façon, dans le champ de l'art, d'être fidèle à la dimension de réseau mis en place par Varian Fry, certes dans des moments politiques, dramatiques, mais c'est comme si les réseaux que vous avez constitués, certes en temps de paix, on s'en réjouit, certes pour les artistes, ça recoupait néanmoins le réseau dont vous nous avez parlé à propos du réseau créé par Varian Fry. Vous pensez qu'il y a quelque chose de l'esprit du réseau Varian Fry qui vous a inspiré? Oui, peut-être. Tout à fait. Il faut dire quand même que nous avons la chance de pouvoir exprimer et faire nos connexions dans les réseaux complètement ouvertement. Pendant que Varian Fry était obligé de faire tout en cachette, sa vie était en danger en permanence. Il était emprisonné, ses collègues plus d'une fois, et c'était vraiment dramatique. Pour nous, ce n'est que les actes dans une espèce de joie. C'est qu'est-ce que l'artiste va pouvoir créer. Bon, le confinement et le Covid, c'est embêtant, mais ça n'a rien à voir avec le danger et les difficultés des années 40-41. Mais les réseaux, enfin, surtout ce qui est très important avec cette histoire de Varian Fry, c'est que ça fait une connexion directe entre Marseille et New York. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que la thèse que la directrice de Manifesta, Edwige Fien, a écrite il y a plusieurs années, est le chapitre 2 de cette histoire. Sa thèse est sur l'arrivée des surréalistes à New York et qu'est-ce qu'ils ont fait. Une autre connexion que nous avons fait grâce à Varian Fry, c'est inviter un artiste israélien qui vit maintenant à San Francisco, qui a fait un travail, une installation vidéo sur Alma Mahler. Mais elle a utilisé cette histoire pour retracer le pas de ses propres parents en Pologne, qui était dans un ghetto en Pologne, pour réaliser son œuvre. Donc c'est vrai que quand on voit l'histoire de Varian Fry, et originalement j'avais demandé aux artistes graphiques de faire une carte avec tous les liens qui explosent à partir de Marseille pour connecter tous les points du monde. On a fait à peu près la même chose aujourd'hui, mais dans une ambiance beaucoup plus agréable et joyeuse. Alors je voudrais vous poser une question non sans humour. Vous nous avez dit que Varian Fry n'avait pas hésité à demander pour blanchir les dollars l'appui de la mafia. Alors est-ce que la mafia, à supposer qu'elle existe à Marseille, vous a aidé pour votre projet aujourd'hui? Pas que je sache. Bon. Donc la dernière question que je voudrais vous poser, c'est peut-être ce qui sera une suite. Vous avez parlé d'un projet, d'une maison, d'une fondation, Varian Fry à Marseille.
projet, je trouve extrêmement original et ayant une actualité toute particulière. Même si c'est une ébauche, comment vous l'imaginez, cette maison, cette fondation, Varian Fry, à Marseille en 2021 ou dans les années à venir? Je l'imagine surtout comme un lieu où les problèmes actuels des réfugiés soient traités directement. Donc ça serait pour moi la chose la plus évidente. Après, puisque une grande partie de l'histoire de Varian Fry est sur l'artiste, son acte de création malgré l'adversité, son acte de créer des œuvres et même de jouer ensemble malgré l'horreur. Il faudrait que ce centre aussi a une partie culturelle où on peut montrer et parler de l'art qui se crée aujourd'hui. Donc Varian Fry, pour moi, l'idée de Varian Fry, ça veut dire pour moi l'art qui se crée maintenant par rapport à ce qui se passe maintenant. Je propose que nous en restions là, sur cette ouverture, et une façon qu'on entend dans vos propos que l'œuvre, l'acte de Varian Fry peut être poursuivi, réinventé. Voilà.